Monsieur le Président, Madame le garde des Sceaux, Madame la Ministre, mes chers collègues. Tout d'abord, quelques remarques préliminaires. La première remarque, c'était l'affirmation du chef de l'État lors de sa campagne présidentielle de tenir compte de la volonté de la population et d'assurer la concertation. Il n'y a pas de concertation lorsqu'il y a entre 300 000 et 1 400 000 personnes qui manifestent dans la rue et que l'on n'écoute pas et que l'on ne veut pas écouter. Il n'y a pas de concertation lorsque 700 000 signatures adressées au Conseil économique, social et environnemental sont mises au panier et ne sont pas examinées. Et l'on veut inscrire dans la Constitution le caractère social de notre Constitution. La démonstration est faite qu'il n'y a pas d'audition de ce caractère social en ce moment à la tête de l'État. Deuxième remarque préliminaire. Il y a une étude d'impact au projet que nous examinons maintenant. Mais cette étude d'impact est totalement insuffisante. Elle est orientée. Elle ne tient pas compte des différentes études qui ont été faites dans un sens. Par contre, on tient compte constamment des études faites dans un autre sens. Il n'y a pas de statistiques dignes de ce nom. Il n'y a pas d'analyse sur les conséquences qui seraient la logique de l'application de ce texte. Par conséquent, nous estimons que cette étude d'impact comporte beaucoup trop de lacunes, comporte beaucoup trop de survols rapides et par conséquent n'est pas exploitable réellement. Et puis une dernière remarque. Cette dernière remarque, évidemment, nous n'en avons pas eu officiellement connaissance, mais la presse en a parlé. C'est l'avis du Conseil d'État. Or, le Conseil d'État a dit que ce texte était imparfait, était incomplet, en particulier en ce qui concernait la seconde partie du texte, c'est-à-dire l'adoption. Et c'est-à-dire l'état civil, et c'est-à-dire le nom. Et là, on sait qu'il y a toute une série de causes d'inconstitutionnalité qui risquent d'apparaître. Ces remarques étant faites, permettez-moi de passer tout d'abord à l'examen du mariage, et ensuite je verrai l'examen de la filiation. Tout d'abord, le mariage. Je me rappelle Élisabeth Guigou, garde des Sceaux, qui, à propos du Pacs, avait refusé un amendement que j'avais proposé en tant que rapporteur. Et cet amendement était simple, il consistait à dire « Le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme en vue de fonder une famille ». Et Madame le garde des Sceaux m'avait répondu à l'époque « Mais c'est totalement inutile de le mettre, ça va de soi, c'est le sens même du Code civil ». Par conséquent, il y a une évolution qui s'est faite depuis Madame Guigou, assez considérable que je dois constater. À cette époque, cela allait de soi et il n'y avait pas besoin de le rajouter dans le Code civil, peut-être, je le reconnais, mais je rappelle tout de même que la Convention européenne des droits de l'homme, que la Convention universelle des droits de l'homme, que les pactes de Téhéran, tous affirment que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas modifié cette règle du jeu. Et je rappelle aussi que notre Constitution prévoit que les traités internationaux qui sont normalement ratifiés auront immédiatement une valeur supérieure à la loi. Et donc nous sommes en train d'adopter une loi qui n'est pas conforme à des traités internationaux auxquels nous sommes partis. Alors ça va plus loin. Ça va plus loin. L'étude d'impact a passé rapidement là-dessus. Mais il y a une multitude d'accords internationaux sur le droit de la famille que nous avons signés avec une multitude d'États qui vont devenir caducs à cause de la loi que nous risquons d'adopter la semaine prochaine ou ces jours-ci. C'est tout de même là une négation
non pas de l'ordre constitutionnel, mais de la supériorité des traités par rapport à la loi. Il faudra donc les revoir complètement. Mais alors j'en viens à autre chose. Je me suis beaucoup amusé à regarder les citations des encyclopédistes au XVIIIe siècle, où j'ai constaté qu'ils étaient tous contre le mariage. Diderot, d'Alembert, Marivaux, je ne parle même pas du marquis de Sade, qui était naturellement totalement contre. Mais qu'est-ce qu'on dit? Le mariage, c'est le pire des esclavages. Je cite Diderot. Et puis quand on relit ensuite les socialistes, les anarchistes et les communistes du XIXe siècle, ils disent la même chose. Le mariage, c'est l'exploitation de la femme par l'homme. C'est la transposition de la dictature de la bourgeoisie. Alors, ce qui m'étonne, c'est de voir nos amis à la gauche de cet hémicycle défendre aussi ardemment le mariage pour tous, alors que leurs prédécesseurs dans le passé étaient au contraire pour l'abrogation de cette institution désuète et bourgeoise. Alors bien sûr, ils ont raison. Il y a 14 ou 15 pays à l'heure actuelle qui ont reconnu le mariage pour tous. En Europe, il y a les 5 États scandinaves, c'est vrai. Il y a le Portugal, il y a l'Espagne. Il y a maintenant le Royaume-Uni, encore avec des conditions différentes de les nôtres. Et puis, il y a le Canada. Il y a quelques États aux États-Unis, quelques États au Brésil. Il y a l'Argentine. Il y a, depuis hier, l'Uruguay. Et il y a l'Afrique du Sud. Oui, mais c'est une belle liste, mais le mariage n'a pas la même signification que chez nous. Et cela n'est pas dit dans l'étude d'impact. Mais non, le mariage n'est pas la transposition de notre système qui est né en 1804 et qui, lui, est la transposition du mariage catholique. En réalité, c'est cela le problème. On a voulu faire du mariage, dans notre droit français, une institution solennelle, un contrat solennel, qui étant non seulement un contrat, mais également une institution. Et on ne retrouve pas ce caractère dans les autres pays. On ne retrouve pas ce caractère dans les États protestants, où le mariage n'a pas du tout la même signification et peut être dissous dans d'autres conditions que nous, et où les règles applicables à l'adoption ne sont pas les mêmes. Je rappelle que le Portugal, on ne peut pas adopter. Je rappelle qu'aux Pays-Bas, on ne peut adopter que si on adopte un enfant des Pays-Bas. Et par conséquent, nous sommes en face de situations qui sont totalement différentes des nôtres, parce que le mariage n'a pas la même signification ailleurs que chez nous. Alors, c'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas nous opposer à la reconnaissance de droits que n'ont pas effectivement les couples homosexuels à l'heure actuelle, et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé l'union civile. L'union civile qui va conférer à ceux qui la pratiqueront les mêmes droits et les mêmes devoirs que les couples hétérosexuels, à une exception près, c'est qu'il n'y aura pas de conséquences sur la filiation. C'est la seule différence. Par contre, la pension de réversion, par contre, le droit à succession, par contre, la solennité de l'union, eh bien, cela sera maintenu et créé. Par conséquent, nous faisons une chose qui existe d'ailleurs dans d'autres États qui ont parfaitement compris la différence entre le mariage, institution telle que nous l'avons consacrée dans le Code civil et maintenue pendant 2 siècles. C'est l'Allemagne qui a créé l'union civile. Et l'union civile, c'est la même chose que le mariage, mais réservé aux couples homosexuels. Et donc, il y a une différence par rapport à nous. Alors voilà ce qu'il convenait d'envisager sur cette question. Ah ben ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Alors maintenant que nous avons passé en revue ce problème du mariage, je voudrais en venir au problème de la filiation et au problème de l'adoption. Alors on est tous d'accord pour dire qu'un enfant ne peut être conçu qu'avec un homme et une femme. Ça, on est tous d'accord sur ce point. Sauf
Sauf que l'on voit apparaître et émerger une théorie qui est la théorie du gender, c'est-à-dire, je dirais, du sexe social, et pas du sexe réel. C'est-à-dire que chacun d'entre nous aurait le droit de choisir son sexe, aurait le droit de devenir homme ou de devenir femme selon ses aspirations, je dirais. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on veut nous instiller une façon de penser qui est la façon de penser d'un groupe peut-être, mais qui ne peut en aucun cas être la façon de penser de la totalité des uns et des autres. Alors, le projet de loi veut assimiler totalement le couple homosexuel et le couple hétérosexuel en ce qui concerne la filiation, du moins en ce qui concerne l'adoption. Alors là, en ce qui concerne l'adoption, permettez-moi de dire les choses telles que je le pense, nous sommes là en face d'une hypocrisie manifeste. Nous sommes en face d'une hypocrisie manifeste parce que le texte tel qu'il est conçu est mal pensé, mal raisonné, incomplet et dangereux dans son application. C'est ce que je vais tenter de démontrer. D'abord, l'adoption, qu'est-ce que c'était à l'origine? Dans les pays qui pratiquent encore l'adoption sous cette forme, c'est la nécessité d'assurer le culte des ancêtres. En particulier à Rome, c'était le cas. Ou d'assurer le transfert du nom. Ainsi, Jules César, quand il avait adopté Brutus, ou quand il avait adopté Auguste, eh bien, dans ces deux cas, il l'avait adopté pour transmettre son nom, pour transmettre la tradition de sa famille, pour transmettre l'entretien des dieux là. On retrouve la même situation dans tous les pays d'Asie, où en Asie, l'adoption a pour but de permettre le maintien du culte des ancêtres. Ce n'est pas tout à fait le cas chez nous en France. L'adoption correspond à deux choses différentes et malheureusement on a perdu un peu la façon d'examiner à la fois l'adoption plénière et l'adoption simple. L'adoption plénière est une adoption qui a été faite dans l'intérêt exclusif de l'enfant. Nous sommes en face d'un enfant orphelin, sans parents, abandonné, à qui on va trouver une famille qui va remplacer, suppléer totalement cet orphelinat qui est le sien, en lui donnant un nom, un état civil, une famille, des origines. Car l'enfant adopté dans l'adoption plénière devient pleinement membre entier de la famille qu'il adopte. Il a tous les droits et tous les devoirs d'un enfant qui aurait été conçu par ses parents. Nous avons réservé en réalité, cette adoption plénière, on ne le dit pas officiellement, mais c'est un peu le cas, on l'a réservée en fait aux couples stériles. Et vous savez qu'en France, à l'heure actuelle, l'adoption plénière est devenue extrêmement difficile pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pratiquement pas d'enfants à adopter. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, nous avons une famille sur 3 ou sur 4 qui peut adopter un enfant en raison des demandes qu'il y a très nombreuses pour pouvoir adopter un enfant. Alors, naturellement, puisqu'il n'y a pas d'enfants en France à adopter, ou très peu, on va se poser la question de savoir qu'est-ce que l'on promet en voulant étendre l'adoption. Alors, vous me direz, on va se retourner vers l'adoption à l'étranger. Mais il n'y a plus d'adoption à l'étranger non plus. C'est une source qui s'épuise. Et je prends là l'exemple de la Belgique. En Belgique, où il y a, comme vous le savez, le mariage homosexuel depuis de nombreuses années, depuis 2006, 0 adoption. 0. Parce qu'il n'y a pas d'enfants à adopter en Belgique. Alors, ce qui se passe en Belgique, il n'y a pas eu d'enfants adoptés aussi en Espagne. Ça nous arrivera également en France. Et pourquoi y en a-t-il pas adopté? Parce que les pays qui acceptent l'adoption n'acceptent pas l'adoption par les familles homosexuelles. L'Afrique du Sud, qui est l'un des rares pays qui l'accepte à l'heure actuelle, a déjà fait savoir qu'elle n'accepterait plus l'adoption par les couples homosexuels si la loi qu'on est en train de discuter est adoptée. Et donc il n'y aura plus d'enfants possibles à adopter à l'étranger.